Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 19 novembre. Le Sénat qui veut revenir sur la suspension de la réforme des retraites. La majorité de droite et du centre veut aussi lutter contre le déficit de la sécurité sociale, notamment en durcissant la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Mais comment aboutir à un texte cohérent, à un consensus entre députés et sénateurs? Sébastien Lecornu pourrait-il tomber sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale comme Michel Barnier avant lui? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, un thème volontairement décalé de l'actualité du jour. C'est un zoom sur les ultra-riches que je vous propose. Bernard Arnault, le président de LVMH, en tête. Notre groupe est présent dans de nombreux pays. Alors faut-il, pour ne pas être accusé de faire de l'optimisation fiscale, fermer nos boutiques au Panama? Faut-il ne plus avoir de filiales au Luxembourg? Qui sont les ultra-riches? Pratiquent-ils l'optimisation fiscale pour leurs entreprises et surtout pour eux-mêmes? Peut-on les taxer plus sans les faire fuir? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. J'attends d'ailleurs vos questions grâce à ce QR code. Il suffit de le flasher sur les ultra-riches, mais aussi sur le risque de blocage qui pèse sur le budget de la sécurité sociale. C'est Clément Guillonneau qui nous raconte comment les sénateurs veulent réécrire la copie de l'Assemblée. Réduire le déficit de la sécurité sociale à tout prix. La commission des affaires sociales du Sénat, à majorité à droite et au centre, a déjà prévu de revenir largement sur la version du projet de loi de financement de la sécurité sociale amendé par les députés. Et si le gouvernement avait proposé un texte à 17 milliards de déficit, il est arrivé de l'Assemblée nationale avec 24 milliards de déficit. Donc notre rôle à nous, c'était de remettre en place un déficit plus raisonnable, puisqu'on ne peut pas penser à un équilibre. Parmi les nombreuses modifications du budget de la sécurité sociale qui vont être débattues dans les prochains jours, le gel des prestations sociales pour l'année 2026, la suppression de la hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, ou bien encore le retour de la réforme des retraites suspendue par les députés. Face en fait aux exigences que nous impose la pyramide des âges, il faut prendre des mesures courageuses. On ne peut pas avoir continuellement à l'idée qu'on pourra partir plus tôt à la retraite, y rester le plus longtemps avec les meilleures pensions qui soient, avec un nombre d'actifs qui diminue au fil du temps et avec un taux de natalité aussi qui baisse d'année en année. Donc il faut aussi avoir face à soi ces réalités, quoi. Il ne faut pas faire un déni de réalité en quelque sorte. De leur côté, les 3 groupes de la gauche sénatoriale se montrent unis et ont déjà annoncé entrer en résistance. Il y aura une vingtaine d'amendements sur l'ensemble des branches familiales, assurance maladie. Je vous ai parlé de l'abrogation des retraites, de la réforme Borne, donc des amendements communs qui sont en train d'être finalisés. Moi, j'en suis très heureux. Et puis, il y aura des amendements portés par chacun de nos groupes. Et parfois, nous ne voterons pas de la même manière. Mais globalement, nous allons montrer un visage unitaire face à une droite que je qualifierais vraiment de réactionnaire au sens littéral du terme. C'est pas péjoratif de dire réactionnaire, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir en arrière, voire même plus qu'en arrière, en refusant le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale. L'examen du PLFSS par le Sénat ne fait que commencer. Reste à savoir si le budget complètement remanié qui en sortira permettra de trouver un accord avec l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire, ce qui semble peu probable. Et on vous raconte comment le Sénat veut revoir la copie de l'Assemblée sur ce budget de la sécurité sociale avec Olivier Henno. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur centriste du Nord, vice-président de la commission des affaires sociales. Béatrice Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste des questions économiques. Simon-Pierre Sanguérac, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, co-directeur de l'Observatoire de l'économie à la Fondation Jean Jaurès. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Bienvenue, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Bon, vous allez forcément réagir au propos de Monsieur Caner, Olivier Henno, droite réactionnaire, refus du travail effectué à l'Assemblée. Pourquoi, selon vous, il faut revoir la copie des députés? Alors d'abord, on ne sait jamais qui est réactionnaire de quoi et de qui. Le retour en arrière, je ne sais pas où il est. Mais en tout état de cause, nous, il nous semble, mais c'est une chose qui est défendue par le Sénat depuis un certain temps, qu'il n'y a pas d'autre issue que de travailler plus et plus longtemps
pour créer des richesses et pour pouvoir financer notre modèle de protection sociale et plus largement le rôle de la France et les investissements. Et donc, faut bien comprendre que quand François Mitterrand décide la retraite à 60 ans, l'espérance de vie à 60 ans, c'est 73 ans. D'ailleurs, regardez bien, la retraite était à 65 ans pour 73 ans pendant tout un temps. Aujourd'hui, l'espérance de vie à 60 ans est de 83 ans. Évidemment, on ne peut pas être dans la même logique. J'ajoute que la natalité à 1,6 est aussi en baisse. Donc, si on n'aborde pas cette réforme des retraites et cette mesure d'âge, le ministre du Travail, d'ailleurs, avait été assez clair en audition. Il a dit, c'est la retraite qui paye la retraite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'a pas cette mesure de financement des retraites, d'une part, ça coûte plus pour les actifs, puisqu'on est dans un système de répartition, mais ça veut dire aussi, à terme, des retraités pauvres. Et nous, on ne veut pas de retraités pauvres. Alors, la question de la suspension, enfin du retour sur la suspension de la réforme des retraites, évidemment, on y reviendra, mais dans ce budget de la sécurité sociale, il y a aussi évidemment la question de l'assurance maladie, du déficit de l'assurance maladie. Béatrice Mathieu, c'est un peu le non-dit du débat politique depuis un certain nombre de jours ou de semaines. De quel déficit on parle? Est-ce qu'il pourrait se creuser? Quels sont un peu les chiffres, les ordres de valeur? Alors, il a ce déficit, en fait, c'est un peu le tabou ou le sujet oublié, plus que le tabou d'ailleurs, le sujet oublié de cette séquence automnale. On a parlé beaucoup de la taxation des plus riches, on a beaucoup parlé effectivement des retraites, et au milieu, il y a ce déficit qui a énormément cru, alors qu'on est sorti du Covid, qui, si on s'en croit, donc il est au 19 milliards d'euros, qui, si on en croit en fait les prévisions de l'assurance maladie, si on ne change rien en fait, on est sur une tendance où il va littéralement exploser, on serait à 30 milliards par an, d'ici la fin de la décennie. Et quand on regarde en fait les raisons de l'explosion de ce déficit, en fait, tout dérive. C'est le médicament, c'est les remboursements en soins de ville, c'est les transports, c'est les affections de longue durée, c'est les indemnités journalières, mais dans des proportions qui sont assez hallucinantes. Et est-ce que la copie de l'Assemblée fait encore dériver ce déficit ? Alors, l'Assemblée le gouvernement avait proposé certaines mesures, dont par exemple le doublement de la franchise médicale, et surtout avait proposé un ONDAM. Alors l'ONDAM, c'est une sorte d'objectif de progression des dépenses maladie qui était extrêmement bas et que les sénateurs jugent à juste titre, assez irréaliste, parce que là, ils étaient sur un peu plus de 1,5%, alors que les dépenses d'assurance maladie, depuis 2019, et encore si on gèle l'effet Covid, progressent de 3 à 4% chaque année. Donc cet ONDAM est totalement irréaliste. Donc là, les députés sont revenus sur le doublement de la franchise médicale, sont revenus sur un certain nombre de propositions, et donc on a là une dérive de ce déficit d'assurance maladie qui est extrêmement inquiétant. Simon-Pierre Sanguirac, c'est un choix politique qui est en train de se jouer, parce que là on a vraiment deux sons de cloche très opposés entre ce qu'on a entendu à l'Assemblée et ce qu'on commence à entendre ici au Sénat. Oui, tout à fait. C'est effectivement un choix politique. La sécurité sociale, comme son nom l'indique, elle est sociale. Donc si les dépenses ne font qu'augmenter, c'est que la situation sociale du pays se détériore. À la fois, on le voit avec l'assurance maladie, il y a de plus en plus d'affections longue durée, il y a des arrêts maladie qui coûtent de plus en plus cher, il y a effectivement les indemnités journalières qui augmentent, tout ça manifeste le fait qu'une situation dans le monde du travail, mais aussi dans la société de manière générale, se détériore. On a vu récemment, l'INSEE l'a montré, que le taux de pauvreté en France avait atteint son record depuis qu'on prend régulièrement la mesure. Il y a quasiment 16% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Face à ça, il y a une nécessité financière de rétablir effectivement le déficit pour pérenniser la sécurité sociale qui est notre patrimoine à tous. En revanche, dans les arbitrages pour le faire, il y a de nouveau des choix politiques. Le déficit, il est aussi
engrainée par le fait qu'il y a 80 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations patronales. Donc on réduit les recettes de la sécurité sociale de ce montant. Or, on ne prend pas cet élément-là pour augmenter les recettes et réduire le déficit. Les députés suggéraient d'augmenter d'1 point ou de quelques points la CSG sur le capital pour augmenter finalement les recettes de la sécurité sociale. Je comprends que les sénateurs veulent revenir dessus. Donc en réalité, si on est véritablement sérieux sur le fait qu'il faut pérenniser le financement de la sécurité sociale, il faut se mettre d'accord sur un panel de mesures qui soit complet et qui ne soit pas seulement faire porter sur les plus vulnérables une situation qui est déjà dégradée dans leur vie quotidienne. Olivier Henno, est-ce que dans ce que dit Simon-Pierre Sanguérac, vous dites bah oui, c'est du bon sens, ou au contraire c'est une vision un peu biaisée, politique, de la situation? D'abord, je pense que si on voit les choses de manière plus globale, le fond de l'affaire, c'est que notre pays connaît une croissance molle depuis un certain temps et ne crée plus suffisamment de richesses. Alors pourquoi il ne crée plus suffisamment de richesses? Moi, je pense quand même que c'est parce que la quantité de travail a baissé depuis de nombreuses années. Peut-être aussi qu'il faut investir plus. Mais la question, elle est là, si vous voulez. À un moment donné, si on crée plus suffisamment de richesses, forcément, un peu comme si la couverture était trop petite, on la tire par-ci, on la tire par-là, et donc il y a un problème. Sur la question de la santé qu'on a abordée, moi, je pense qu'on n'échappera pas aux réformes structurelles. Ça veut dire parce que les réformes structurelles, ça veut dire quand même, jusqu'à présent, vous voyez, on essaye de jouer seulement sur la question de l'offre, avec une vraie difficulté de maîtriser les offres. Or, il faudra un moment ou un autre aborder, mais là je le fais à titre personnel, la question de la demande et la question du reste à charge. Vous voyez, entre le moment d'avant Covid, où on était presque à l'équilibre, c'est pour ça que sur la santé, l'oublier, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Moi, il y a même longtemps que je dis, bon, bah, la retraite, c'est important, mais il y a la santé également. Et c'est même l'éléphant dans la pièce. Bon. Mais faut-il encore, à ce moment-là, réguler? Et avant le Covid, on avait un reste à charge global sur toute la santé de 11%. Il est maintenant de 7%. Et donc, on n'arrive pas à réguler. Je pense qu'il ne serait pas honteux et scandaleux que les gens qui ont les moyens de se soigner et qui peuvent participer sur les maladies plus banales puissent contribuer un peu plus pour réguler cette demande. Il faut qu'on régule cette demande. Sans ça, si on n'a pas cette capacité, on va se priver de l'innovation et on va plus pouvoir soigner les gens pour les choses très graves, alors qu'ils peuvent le faire aux États-Unis et même quelquefois en Chine. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. Oui, Jean-Sébastien, je vous en parle dans une minute, mais vous vouliez réagir, Béatrice Mathieu. Je vous voyais un peu tiquer au propos de Simon-Pierre Sanguérat tout à l'heure. Mais oui, parce que en fait, ce que mon camarade en fait a pointé, c'est surtout dit il y a un problème de recettes en fait, en évacuant très très rapidement la question de la dépense. Or, et vous l'avez dit, la dérive de la dépense d'assurance maladie n'est pas liée qu'au vieillissement de la population. Ni à la détérioration sociale. Ni à la détérioration de conditions sociales. Si, pour le coup, si. Mais non. Non. Et donc, non. Quand vous prenez... C'est les défauts du système, c'est l'argent public mal utilisé. Non, c'est peut-être des comportements aussi qui doivent être un peu plus surveillés. Je crois qu'on parlera peut-être de fraude tout à l'heure. Mais quand vous parliez de réforme structurelle, je pense qu'il y en a une. Quand on regarde les affections de longue durée, aujourd'hui, on a le système en Europe d'affection de longue durée le plus généreux. Les restes à charge sont les plus bas de tous les pays européens. Les affections de longue durée aujourd'hui, donc vous avez une maladie grave, vous êtes pris à 100%, ça représente, il y a 20% aujourd'hui des Français qui sont en ALD. Ça représente quasiment 2/3 en fait des dépenses d'assurance maladie. Toujours d'après, c'est pas moi qui fais les prévisions de l'assurance maladie, dit qu'en 2035, ça sera 35% de la population qui sera en affection de longue durée. Et ça représentera 3/4 de la dépense. À juste titre, il faut peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on fait de ces affections de longue durée? Est-ce que peut-être que le 100% pris en charge ne concerne que les médicaments qui traitent en fait la pathologie et que le reste peut-être en fonction des revenus des personnes, eh bien ils ne seront pas pris à 100%. Donc il y a des réflexions profondes et des questions profondes à se poser sur la générosité et en amont sur la prévention. Où, en France, on est un des pays où la prévention est la plus mauvaise. Ouais. Avec donc une question générale à laquelle on commence à répondre avec des points de vue différents. C'est pour ça que ce débat est intéressant. C'est sur la valeur de notre système de santé. Est-ce qu'on peut encore le montrer, le donner en exemple? Pour répondre à cette question, Jean-Sébastien, vous avez retenu 2 informations récentes. Oui, sur lesquels je suis tombé ce matin. D'un côté, je voyais ici, Normandie, vous savez, le réseau des radios locales, on rapportait le cas d'une femme de 99 ans admise au CHU de Rouen qui restait 64 heures sur un brancard dans le couloir des urgences. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas reçu de soins, mais 64 heures sur un brancard. Et dans le même temps, je vois un sondage qui nous dit que 85% des Français considèrent que notre modèle de santé et de protection sociale est supérieur à celui du reste du monde, que ce soit aux États-Unis. Alors ça, c'est une idée qui est très fermement installée alors qu'elle peut se discuter, ou que ce soit par rapport à nos voisins européens. Il y a aussi 86% des Français dans le même sondage qui disent qu'ils pensent que ce budget-là va détériorer le système de santé parce qu'ils ont peur des économies. Alors moi je veux bien qu'on dise oui, des économies qui ne sont que des rustines, sans réforme structurelle, dans une logique de rabot. C'est certain que ça ne va rien régler aux défis structurels. Mais si on a totalement peur des économies, par principe, on se met quand même dans une espèce d'étrange angle mort. Parce que comment est-ce qu'on peut à la fois considérer que les économies, ce serait forcément une catastrophe, tout en pensant qu'on a le meilleur système de santé au monde, alors qu'on constate qu'il est en pleine déréliction. Et surtout, pour prendre un seul exemple, sur l'hôpital public, la France est de tous les pays de l'OCDE celui qui dépense le plus avec la Suède pour son hôpital public. Il y a quand même une question, qu'est-ce qu'on a pour notre argent? Alors ça, c'est votre opinion. Est-ce qu'il y a des éléments concrets qui peuvent permettre de mesurer en quoi notre système de santé serait meilleur ou moins bon que celui de nos voisins? Alors il y a un classement où on est très bon, c'est celui des dépenses de santé. On est le 4e pays au monde pour les dépenses de santé, évidemment, rapportées à sa population. Mais c'est un peu le seul classement dans lequel on est aussi proche de la tête. Pour les autres, alors c'est pas catastrophique non plus, il ne faut pas peindre un tableau apocalyptique, mais on est plutôt en général dans les milieux de classement ou dans la deuxième queue des classements. Les inégalités territoriales sur l'accès aux soins aussi, par rapport à d'autres pays européens. Oui, sur les déserts médicaux. Sur les déserts médicaux où on est moins bien classé. Vous êtes appuyé notamment sur le panorama de la santé établi par l'OCDE. Exactement. Alors il y a toute une batterie de critères, on pourrait y passer la soirée, mais juste pour en retenir quelques-uns. Sur l'accès aux soins, derrière cette question-là, il y a la question des déserts médicaux. Le taux de satisfaction d'accès aux soins en France est seulement de 71%. Ça nous met à la 21e place sur 38 dans l'OCDE. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'organisation structurelle sur la qualité des soins. Alors on parlait des soins préventifs, parce que c'est vrai qu'on fait très peu de préventifs en France. Sur les mammographies, par exemple, on n'est que 29e sur 38. Et pour les affections de longue durée, très clairement, on passe à côté d'une partie du sujet parce qu'il y a des comportements qui génèrent les affections de longue durée. Sur l'efficacité des soins primaires, c'est-à-dire une fois que vous êtes pris en charge par le système de santé, on est très mauvais sur les surconsommations médicamenteuses. On est mauvais sur les admissions à l'hôpital évitables. On est mauvais sur mauvais, en tout cas moins bon que d'autres pays de l'OCDE, sur la mortalité par le cancer, y compris si nous nous comparons aux États-Unis, qu'on nous décrit pourtant comme une espèce d'apocalypse sociale. Donc, au-delà de ces critères de pure santé, moi j'en retiens très vite 2 autres. Il y a 1/3 du personnel hospitalier en France qui est affecté à des tâches administratives. C'est 54% de plus qu'en Allemagne et c'est beaucoup plus que ce que nous avions en France quand on regarde 30 ans en arrière. Un autre point aussi, un vrai retard sur le numérique. Il y a des pays qui sont bien plus efficaces que nous dans la gestion des dossiers de santé, dans la gestion des données de santé, et ça a aussi à voir d'ailleurs avec la prévention. Merci Jean-Sébastien. Alors, je pense que Olivier Henno, je vais commencer avec vous pour y répondre juste après. Par exemple, le personnel administratif dans l'hôpital. On est suradministré dans l'hôpital public? Oui ou non? Peu à peu, parce qu'il y a eu une volonté. Alors c'est ça le paradoxe de contrôler la dépense. Il est certain que les ARS, la direction des hôpitaux, qui était auparavant gérée par les médecins, et puis il y a eu l'école de Rennes, enfin c'est toute une histoire. On a voulu administrer la santé pour faire diminuer la dépense, et en réalité,
on n'est pas parvenu, peut-être même à une forme d'objectif inverse. Moi, les ALD, je suis totalement d'accord. Ce chiffre est bouleversant. On est à 13 millions de personnes en ALD, on va vers 17. Il y en a 3 millions en Allemagne. Est-ce qu'ils sont beaucoup moins malades que nous ? 3 millions en Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y a trop de Français qui se déclarent en affection de longue durée, enfin, ou les médecins les déclarent. Quand ils guérissent, ils le restent. Vous voyez, quand ils guérissent, les personnes qui sont guéries, parce qu'il y a des gens qui guérissent, Dieu merci, quand les personnes guérissent, ils restent en affection longue durée. Et puis, il n'y a pas non plus ce qu'on devrait appeler les prescriptions biosourcées. C'est-à-dire que quand vous êtes en ALD pour le mal qui justifie que vous soyez en ALD, la maladie, il est normal que vous soyez pris en charge. Mais pour le reste, si vous développez une rhinopharyngite, il n'y a pas de raison. Et vous voyez, un chiffre aussi inquiétant, bouleversant. Un médecin généraliste prescrit en France pour 800 000 € de dépenses. Un médecin généraliste en Allemagne ou en Belgique prescrit pour 300 000 € de dépenses. Mais vous voyez pas. Par quoi ? Par an. 800 000 € par patient, ça commence à faire beaucoup. Je vais pas dire par patient, mais je me disais sur combien d'années. Par bien sûr. Bon, et vous voyez pas en Allemagne ou en Belgique, moi c'est près de chez moi, je suis sénateur du Nord, les gens tombaient comme des mouches. Je veux dire, l'espérance de vie est presque la même. Mais vous voyez, tout ça, il y a une question d'organisation. On a longtemps cru. Vous voyez, cette espèce d'autosatisfaction française que notre système était parfait. C'est comme notre système de solidarité, il est parfait, mais on sort d'ici, on voit des SDF dans tous les coins. Il faut quand même s'interroger sur notre système et sur notre modèle social. Vous disiez, c'est d'abord le vieillissement de la population qui explique la situation. Il y a peut-être aussi des questions à se poser sur le fonctionnement, l'administration peut-être trop présente dans notre système de santé, notamment à l'hôpital. Probablement, et alors je suis très étonné du chiffre de 45% de personnel administratif. Le chiffre que j'ai, moi, est de l'ordre de 10%. Donc non, j'ai dit le tiers. C'est 54% de plus que d'accord. C'est pas dans les autres. Moi, effectivement, j'ai vu le chiffre de 30, autour de 30% dans l'hôpital public. Alors donc, mais c'est vrai que la discussion qu'on a, moi, me rappelle cette phrase de Bossuet, Dieu rit de ceux qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. Effectivement, moi je suis d'accord avec le constat que vous évoquez, il y a un problème de dépenses, il y a effectivement un problème sur le marché du travail, et donc la nécessité effectivement d'avoir des réformes structurelles pour corriger la trajectoire de la sécurité sociale. Mais il faut savoir ce qu'on met derrière le terme de réforme structurelle. Moi j'ai le sentiment que c'est les réformes structurelles passées de précarisation du marché du travail qui ont causé la hausse des dépenses de santé. Parce que lorsqu'on a des travailleurs qui sont précarisés, déjà ils cotisent moins parce qu'ils sont moins payés. Donc cela réduit l'assiette des cotisations. Par ailleurs, on est en France assez mauvais sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette branche qui est certes modeste dans la sécurité sociale coûte 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros qui veut dire de mauvaises conditions de travail. Et par ailleurs, au niveau européen, on est aussi en queue de peloton dans tout ce qui concerne vraiment la qualité concrète du travail. On a des taux de suicide parmi les plus élevés, des taux de risques psychosociaux parmi les plus élevés. Donc on a effectivement besoin de réformes structurelles pour améliorer la qualité du travail de telle sorte que nous tombions moins malades, nous soyons moins accidentés sur le marché du travail et donc ambutés, on coûte moins cher à la sécurité sociale. Il y a une autre réforme, et je termine d'un mot, structurelle qu'il faut faire et qui n'a pas été évoqué, c'est le partage entre la santé publique et la santé privée. Si on a autant de déficits dans la sécurité sociale, c'est aussi parce que 70% des affections longue durée sont traitées par le secteur public et que nos acteurs privés, évidemment, sont marchands et donc se positionnent sur les segments rentables du marché de la santé. Donc ils traitent des personnes qui sont soutenables financièrement sur des maladies qui coûtent beaucoup moins cher et donc on laisse finalement au secteur public ce qui coûte le plus d'argent. Il y a ces deux réformes structurelles d'amélioration de la qualité du travail et de meilleur partage entre les acteurs publics et privés qui réduiraient nécessairement le déficit de la sécurité sociale. C'est vraiment deux visions qui s'opposent. Non, c'est pas complètement. Deux points quand même sur secteur public, secteur privé. Alors peut-être ce que vous dites est vrai dans les grandes villes, mais je veux dire dans une grande partie du territoire, en fait, notamment des territoires de déserts médicaux, où il y a des disparitions de services dans l'hôpital public, c'est le secteur privé qui prend en charge les services qui ont pu fermer. Et pas forcément ce qui est rentable. Non, mais il y en a qui travaillent quand même très bien hôpital public et hôpital privé. Voilà. Parce qu'ils sont secteur privé de marchand. Et par ailleurs, donc, quand on voit la situation de beaucoup de cliniques privées, j'ai pas l'impression qu'ils roulent sur l'or et qu'ils font des bénéfices. Pourtant, leur taux de marge a explosé depuis le Covid.
C'est bon. pas bon. Mais là, sur la précarisation du marché du travail, vous dites c'est la précarisation du marché du travail qui explique aussi l'augmentation des indemnités journalières, etc. J'ai pas l'impression que depuis le Covid, on avait une augmentation de la précarité du marché du travail. Et puis là, on en revient vraiment à la question de qu'appelle-t-on une réforme structurelle, puisque c'est peut-être la question du financement lui-même de notre système de protection de santé, parce que je ne sais pas si les Français savent vraiment comment c'est financé. C'est financé par les actifs. Il se trouve quand même qu'à l'échelle d'une vie, ce sont principalement les retraités qui consomment des soins de santé. Donc, vu les déséquilibres démographiques français, est-ce que c'est un système qui est soutenable? Parce que même à supposer que vous ayez raison sur la précarisation, ce qui est, bref, pour partie au moins contestable. Bon, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? On va dire ça comme ça. Non, mais vous voyez bien que c'est aussi, là encore, Dieu se rit des hommes qui chérissent les effets des causes qu'ils déploient. Enfin, puisque c'est parce que le coût du travail est trop élevé en France, parce qu'il est écrasé par le financement des retraites et des dépenses de santé. Le débat sur le coût du travail, même si ça se relie. Non, mais parce que la vraie réforme, vous seriez pas d'accord. La vraie réforme structurelle, c'est celle-là. Est-ce qu'il est soutenable d'avoir une protection sociale qui est assise essentiellement sur le travail? Il y a un autre thème dont on va parler dans un instant, puisque alors là, c'est pas dans le budget de la sécurité sociale, c'est un projet de loi sur la fraude fiscale et la fraude sociale qui a été présenté par le gouvernement. C'était une demande du parti LR, les Républicains, et qui a été examinée aujourd'hui au Sénat. Ça va être l'objet d'une chronique dans un instant. Mais je voudrais quand même vous entendre sur les ARS, puisque le Premier ministre, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, viennent de quand même proposer une réforme de ces agences régionales de santé qui sont... Enfin, moi, quand j'en discute avec des amis médecins qui sont à l'hôpital public, ils s'arrachent les cheveux des contraintes paperassières que les ARS leur imposent. Et donc, ils réclament à corps et à cri un retour au système précédent. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le sénateur? D'abord, le Premier ministre n'a pas proposé une réforme structurelle des ARS. Il a simplement, à la réunion de l'Assemblée des départements de France, dit peut-être qu'il faudrait les départementaliser et faire des ADS très ça ferait peut-être des structures de plus. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit très pertinent. Je crois même que ça aurait l'effet inverse. Donc, alors, je repose la question différemment. Sans passer par la case gouvernement, est-ce qu'il faut les supprimer, revenir à un système précédent? Moi, vous voyez, mais je vais voir les choses à l'échelle supérieure, avec Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand. D'ailleurs, on pense quand même qu'on est arrivé au bout d'un certain système et qu'il faut que l'État se concentre sur le régalien. Et si vous abordez ces questions comme l'organisation des services publics de proximité, la santé, etc., sans peut-être être dans un État fédéral, mais je pense qu'en matière de décentralisation, on est un peu au milieu du gué, et quand on est au milieu du gué, on se noie. Hein, bon. Et donc, il faut aller plus loin et à mon avis, transférer aux régions ce genre de responsabilité, ce type de responsabilité. Au département, par exemple, directement la responsabilité de certaines aides sociales, ils ont déjà, mais ils ont toujours la tutelle de l'État. Et dans ces allers-retours où tout le monde est autour de la table, on dépense un argent de dingue, alors là, pour le coup, parce qu'il y a des suradministrations, chaque administration est représentée, la préfecture, l'ARS, et je pense que la grande réforme, c'est sur tous les services publics de proximité, aller totalement et complètement dans une vraie décentralisation, l'État se recentrant lui-même sur ses missions régaliennes. Donc voilà, sur ces questions-là, je pense que c'est un des moyens de faire des économies structurelles et des économies de charges administratives. Alors, j'ai plein de questions sur la réforme des retraites. Évidemment, ça ne m'étonne pas, ça vous passionne. Je vais les poser, elles sont là, vous inquiétez pas, je les ai sur mon ordinateur, je vais les poser. Si vous avez, vous, des réactions, des témoignages, des questions sur le système de santé, les déserts médicaux, l'hôpital public qui fonctionne plus ou moins bien, n'hésitez pas, je me ferai votre porte-parole. Mais comme prévu, on va aborder maintenant cette question du projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales, très critiqué par la gauche. On écoute la présidente du groupe communiste, Cécile Cukierman. La droite sénatoriale a décidé d'aller dans la surenchère, y compris par rapport au budget de Sébastien Lecornu. Elle n'est pas dans une logique aujourd'hui de permettre à aller prendre l'argent où il est pour donner les moyens à la sécurité sociale de répondre aux besoins des Français. Donc on est aujourd'hui en train de faire peser la responsabilité sur les retraités, sur les malades, sur les chômeurs, sur toutes celles et tous ceux qui ont besoin de la sécurité sociale, alors même que la responsabilité du déficit budgétaire du projet de loi
loi de finances de la sécurité sociale est le fruit de ceux qui veulent encore un peu plus chaque année permettre à ceux qui ont de l'argent d'en avoir toujours plus. Et j'accueille Stéphane Duguet. Bonsoir Stéphane, pour nous donner les détails de ce texte qui a donc été adopté hier au Sénat. Oui, c'était donc une première étape pour ce texte déposé par Sébastien Lecornu en même temps que le budget de la sécurité sociale. Vous l'avez dit, c'était une demande formulée par LR, mais aussi par d'autres bancs, sur d'autres bancs. Lutter contre la fraude fiscale d'un côté et la fraude sociale de l'autre. Le texte permettrait notamment de récupérer 1,5 milliard d'euros l'année prochaine sur le budget de la sécurité sociale. Ce sont les chiffres de la rapporteure du texte ici au Sénat. Rappelons que la fraude sociale s'élève à 13 milliards d'euros par an. La fraude fiscale coûte, elle, chaque année entre 60 et 100 milliards d'euros par an. C'est un chiffre du ministère de l'économie. Et donc, que prévoit ce texte qui a été voté au Sénat? Alors, le gouvernement veut muscler la détection de toutes les fraudes et muscler leurs sanctions. Alors, ça passe par beaucoup de mesures différentes et notamment l'amélioration de la transmission de données entre les administrations. Par exemple, que la sécurité sociale puisse avoir accès à des bases de données du fisc, mais il y a aussi des dispositions qui concernent par exemple les chauffeurs de transport sanitaire. Ils devront équiper leur véhicule d'un logiciel de géolocalisation agréé par l'assurance maladie d'ici 2027 pour éviter les fraudes. Et une dernière mesure à titre d'exemple, Thomas, qui concerne l'URSSAF. Grâce à une nouvelle procédure, les entreprises qui sont soupçonnées de travail dissimulé pourront voir leurs avoirs gelés. Et donc la majorité sénatoriale de droite et du centre, elle a fait évoluer ce texte du gouvernement? Tout à fait, ils ont ajouté des mesures qui concernent à la fois des entreprises, par exemple en durcissant les sanctions contre celles qui fraudent la TVA. D'autres de ces mesures concernent plutôt les bénéficiaires de prestations sociales. On entendait Cécile Cukierman, la présidente du groupe communiste, à l'instant. Et donc, comme elle, Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste, critique ces mesures de la droite sénatoriale. On l'écoute. Il est plus facile pour la majorité sénatoriale de mettre le focus sur les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires des allocations adultes handicapés, les fraudeurs de France Travail, où là on va vraiment descendre dans le détail, plutôt que de regarder sur toute la fraude organisée par les entreprises, par les professionnels. Alors de quoi parle-t-il exactement, Thomas? Il parle de la possibilité de suspendre le tiers payant pour les assurés fraudeurs à l'assurance maladie. C'est une des mesures introduites par les sénateurs. Ils ont aussi autorisé à France Travail d'accéder à des données sensibles comme celles des compagnies aériennes ou les relevés téléphoniques des opérateurs. Ça doit permettre à France Travail de mieux identifier le lieu de résidence des fraudeurs ou si ils partent en vacances sans le déclarer, par exemple. Les chômeurs suspectés de fraude pourront aussi voir leurs prestations suspendues pendant 3 mois. Le délai raccourci à 2 mois pour ce qui concerne les prestations sociale. Alors, y a-t-il un problème avec les données personnelles, comme le dit la gauche? Le ministre du Travail et des Solidarités dit en tout cas qu'il y sera attentif. On est satisfait d'avoir des moyens plus efficaces et effectivement ça passe par l'accès à des données, à des bases de données. On sait que c'est important pour être plus efficace dans la lutte contre la fraude. Après il faudra faire attention bien sûr aux libertés publiques, aux libertés individuelles. Donc on aura ce travail d'équilibre à poursuivre dans la navette. Ça sera certainement quelque chose qui sera regardé aussi à l'Assemblée nationale. Et côté gouvernement, nous chercherons les équilibres entre plus d'efficacité en pouvant utiliser les bases de données et à la fois préservation des libertés individuelles. Voilà, donc à la suite, comme le dit le ministre, c'est ce texte voté au Sénat qui part à l'Assemblée nationale, qui sera examiné et voté par les députés. Merci beaucoup. Simon-Pierre Sanguera, qui vous semble équilibré, ce texte? Est-ce qu'il marche sur deux jambes, le fiscal d'un côté, le social de l'autre, ou est-ce qu'il stigmatise notamment les chômeurs, pour reprendre une des critiques des sénateurs de gauche? Il marche effectivement sur 2 jambes, sauf qu'il y en a une qui est celle de Usain Bolt et l'autre qui est celle peut-être d'un nourrisson. C'est-à-dire qu'il y a une focalisation qui, à mon sens, est excessive sur la lutte contre la fraude sociale. Alors là-dessus, il faut être très clair, toute fraude est critiquable et doit être combattue et a priori de faire des distinctions entre la fraude est quelque chose d'un petit peu étonnant. Mais d'un point de vue budgétaire, il y a quand même des éléments qui permettent de gagner davantage à moindre frais que d'autres. Et c'est la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est pour l'essentiel une fraude du monde économique. Elle se divise en 2 types. Il y a la fraude des commerçants, des artisans, qui est essentiellement une fraude à la TVA. C'est de l'ordre de 15 milliards d'euros à 20 milliards d'euros. C'est un ordre de grandeur, il faudrait regarder les derniers chiffres de l'INSEE. Et puis ensuite, il y a les grands montages financiers des grandes entreprises internationales qui se situent toujours un peu à la frontière entre l'optimisation légale et la fraude illégale. Et là-dessus, on a un dernier exemple récent qui montre qu'en la matière, il y a une richesse, une inventivité sans borne. C'est la fameuse fraude au cum
CumCum, qui est, pour le dire assez simplement, une fraude organisée par les banques pour, au fond, faciliter le non-paiement de la taxe sur les revenus du capital avec un mécanisme de prêt et, au fond, à la fois des commissions qui sont ensuite perçues par les banques. À l'inverse, la fraude sociale est quelque chose qui est déjà beaucoup plus mineur en termes de montant, vous le disiez, mais c'est aussi un domaine dans lequel on est bien plus performant dans la lutte contre cette fraude. Donc au fond, on donne le sentiment avec ce texte de loi qu'on va continuer à s'acharner sur la fraude sociale, là où on a déjà des outils assez performants et vis-à-vis des populations qui sont déjà fortement concentrées. Je ne sais pas si vous avez essayé de remplir un CERFA pour toucher une aide sociale, mais c'est quelque chose de plusieurs dizaines de pages. Alors qu'à l'inverse, des aides aux entreprises ou alors des mécanismes d'optimisation fiscale sont très complexes et très peu contrôlés, alors que c'est là où il y a le véritable plus gros trou dans la raquette. Alors ça vous fait réagir. D'abord, une réaction de Jean-Baptiste inquiet, Châtillon-le-Duc, il nous écrit de là-bas. Si je suis honnête, mais que je me trompe dans mes papiers, est-ce que je risque de me retrouver puni comme un fraudeur ? Et puis alors il y a la réaction et la question d'Yves qui nous écrit de Laragne-Montéglin. Pourquoi ne pas commencer par traquer les gros fraudeurs et les multinationales avant que s'attaquer aux chômeurs ? Il est un peu sur votre ligne. Olivier Hénaud, qu'est-ce que vous répondez à Yves ? Pourquoi ne pas mettre plus de moyens, les jambes d'Usain Bolt contre les multinationales ? D'abord, il ne faut pas confondre lutte contre la fraude et droit à l'erreur, pour rassurer le téléspectateur. Premier téléspectateur. Mais moi j'étais rapporteur de ce projet de loi, et c'est LR, mais aussi l'Union centriste, et notamment Nathalie Goulet, qui travaille beaucoup sur ce sujet depuis longtemps. On a eu un travail de vouloir traquer toutes les fraudes partout, tout le temps. Et pour être... en matière de fraude fiscale, on pourrait faire mieux. On en détecte 16, on en récupère 11, des milliards d'euros. Ouais. En matière de fraude sociale, excusez du peu quand même, on en détecte 5, on en récupère 1. Donc vous n'êtes pas d'accord, là encore. Vous dites qu'on n'a pas les moyens efficaces pour lutter contre la fraude sociale, quoi. Non, et c'est ce qu'on a voulu. Dans ce texte, qu'est-ce qu'on fait ? On criminalise la fraude fiscale. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un délit, ça devient un crime si c'est fait en bande organisée, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est le Sénat. Ça vient muscler le texte par rapport à la fraude fiscale. Et sur la fraude sociale, on donne les mêmes moyens à leur demande des administrations, France Travail, la CPAM, la CAF, les départements, les mêmes moyens que ceux qu'on donne à la DGFiP et au fisc. Voilà, ça met tout le monde sur le même plan. Mais vous voyez, cette explication de Mme Kuckerman, d'ailleurs, c'est un peu la vieille lanterne de la culture de l'excuse. Moi, je prends un dernier exemple. Le président du département du Nord, il nous a soufflé cet amendement, Christian Poiret, verse le RSA. Et dans les RSA, il y a les auto-entrepreneurs. Et quand on est entrepreneur et qu'on est au RSA, on est dispensé de l'obligation de chercher un emploi, ce qui est l'obligation par rapport à l'allocataire du RSA. Et en moyenne, les auto-entrepreneurs, ils restent 8 ans, 10 ans auto-entrepreneurs. On a voulu, dans cette loi, dire, vous créez une entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, on vous dispense parce que vous n'avez pas le temps de chercher un emploi pendant 2 ans, mais enfin, au bout de 2 ans, si votre entreprise marche bien, très bien, vous n'êtes plus au RSA. Et si ça ne marche pas, vous retrouvez votre obligation de chercher un emploi. On a vraiment essayé d'être juste. Mais pensez que parce que c'est la fraude sociale, il faudrait quelconque excuse. Il y a l'intentionnalité d'abord. Et deuxièmement, qui est-ce qui est victime de la fraude sociale ? Mais c'est le gars qui cotise, c'est l'employé, c'est l'ouvrier, c'est celui qui, évidemment, se retrouve en situation de déficit. Donc vous dites qu'il n'y a pas de stigmatisation de nos concitoyens. On a mis tout le monde sur le même plan partout et tout le temps. Mais on est lucide sur les montants. C'est pas les mêmes, on est dans la vérité. Jean-Sébastien, pour commencer, ensuite je reviens vers vous. Mais d'autant que sur la fraude sociale, en fait, il ne s'agit pas de traquer le chômeur isolé. En fait, il y a des systèmes, en général, un peu organisés, presque industriels. Et pour en avoir parlé avec un certain nombre de hauts fonctionnaires de Bercy en charge de cette lutte-là, ils ne sont pas soutenus, il n'y a pas de volonté politique, parce que précisément la vision qui est déployée, c'est celle que vous venez d'exposer. Ça, on considère que traquer la fraude sociale, ce serait finalement un comportement antisocial. Alors que, encore une fois, il ne s'agit pas tellement de comportement individuel, il s'agit plus de systèmes organisés. Et les gens qui travaillent sur ces fraudes-là, mais en réalité, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et un certain nombre ont même quitté. Mais jusqu'à présent, et un certain nombre ont même quitté Bercy. Si elle passe à l'Assemblée et qu'on aboutit, ils les auront. On est encore dans la navette. Nous, on a fait le boulot. On ne sait jamais, on a bien compris. Béatrice Mathieu, mais si on parle de proportion, est-ce qu'il n'y a quand même pas plus d'argent à récupérer en luttant contre la fraude fiscale ?
Évidemment, non, mais je pense que les mécanismes d'optimisation fiscale dont vous parlez... C'est pas de la fraude, l'optimisation. Voilà, c'est pas de la fraude. Ça nous emmène sur notre débat suivant sur les ultra riches. La limite est parfois, limite est parfois ténue. Et évidemment qu'il faut mettre en place des systèmes qui limitent aussi l'optimisation fiscale. Et c'est tout le débat qu'on n'aura pas là, mais sur, par exemple, le pacte Dutreil, etc. Mais la fraude, elle est partout. Et on sait, par exemple, qu'il y a des mafias très organisées où vous trouvez des cartes vitales très facilement. Oui, c'est ça, la fraude sociale aussi. C'est ça aussi, la fraude sociale. Où vous trouvez où vous trouvez sur Internet aussi très facilement des faux arrêts de travail. La fraude aux allocations familiales de manière très organisée, encore une fois, pas tellement... Il y a des mafias qui sont très organisées sur ça. Il faut démanteler ces mafias. Il nous reste quelques minutes. J'ai pas vu le temps passer, je vais être très honnête avec vous. Il nous reste moins de 5 minutes et je voudrais qu'on parle évidemment de la suspension de la réforme des retraites parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions. Amélie de Douarnenez, pourquoi le Sénat veut rétablir la réforme des retraites alors que l'Assemblée l'avait suspendue? C'est la question très générale. Céline de Montpellier, est-ce que le gouvernement peut encore reprendre la main si le Sénat change trop de choses? Et puis alors il y a Céline de Villemareuil, j'espère que vous me suivez en régie. Pourquoi le gouvernement ne reprend-il pas le 49.3 pour faire passer le texte au lieu de laisser le ping-pong entre Sénat et Assemblée? Voilà les interrogations de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a aussi une inquiétude qu'on va écouter tout de suite, c'est celle du ministre du Travail et des Solidarités. Alors il était l'invité de nos confrères de France Info ce matin. Il appelle les sénateurs et les députés à trouver quand même sur cette question une forme de convergence. Écoutez. Alors moi, je laisse les sénateurs débattre, vous voyez, donc les sénateurs vont débattre. On sait, j'ai entendu, comme vous, que certains groupes voulaient revenir sur la suspension. Voilà, ils sont bien sûr libres de leur décision. Ce que je dis peut-être sur le coup d'après, c'est travaillons à la convergence. Faut faire attention quand même que chaque étape qui passe, il y a eu l'étape de l'Assemblée nationale, on va engager l'étape du Sénat. Il faut que derrière, tout ça construise une trajectoire peut-être un peu baroque, peut-être un peu bizarre, mais qu'à la fin, on arrive à une convergence pour doter ce pays d'un budget. Alors, on a du mal à voir la convergence entre le Sénat et l'Assemblée, notamment sur cette question des retraites, Olivier. Non mais vous allez vous retrouver en commission mixte paritaire. Vous allez vous retrouver en commission mixte paritaire. Oui, d'accord, j'enfonce une porte ouverte. Mais vous allez vous retrouver en commission mixte paritaire. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il faut dire merci au général de Gaulle et à Michel Debré de nous avoir donné la 5e République et cette Constitution qui nous permet de ne pas être bloqués. Puisqu'alors, si jamais ça ne fonctionne pas, oui, le compromis, je ne le vois pas trop. Je vais être sincère. Ce serait mentir qu'après ça de là, il y a, Dieu merci, la loi spéciale ou les ordonnances. Donc, on ne risque pas, comme aux États-Unis, le shutdown pour rassurer les gens. Et pour pas... Moi, il y a une chose que je n'aime jamais en politique, c'est la dramatisation. Et l'idée selon laquelle il n'y a pas d'autre politique possible que celle qu'on défend. Voilà, bon, nous, on va maintenir ces convictions. Après, on n'est pas fermé non plus, on verra. Mais a priori, sur la réforme des retraites, je ne vois pas comment on construit un compromis sur... on décale la réforme ou on l'applique. Peut-être que dans un nouveau projet de loi, le moment venu, on pourra revoir la question sur la pénibilité. Moi, vraiment, je regrette qu'on n'ait pas abouti sur le conclave, et ça se joue un peu. La CFDT était prête à accepter la mesure d'âge contre la pénibilité. Je pense... Petite part de responsabilité du MEDEF. Je pense que le MEDEF aurait dû regarder à 2 fois. Mais enfin, bon, c'est fait, c'est fait. Tard, on ne va pas pleurer sur le lait répandu, ça ne sert à rien. Mais voilà. Mais comprenez que nous, ça nous paraît essentiel et que ça nous paraît pas très responsable de passer le message qu'on peut revenir sur la mesure d'âge de 64 ans dans ce pays quand les autres, excusez-moi de le dire, sont plutôt... Je viens du Portugal, on a étudié la politique familiale au mois de septembre, là, ils passent de 67 à 68, et c'est quelquefois des gouvernements de gauche ou dits progressistes. Donc, franchement, c'est un signal qui ne me paraît pas sérieux, et ça m'apparaît beaucoup plus le fruit d'une forme de démagogie que d'autre chose. Bon, ben voilà, le temps a filé beaucoup trop vite, donc c'est la fin de ce débat. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. On se retrouvera bientôt, parce que ça va continuer, et il y aura d'autres occasions de parler de l'avenir de notre budget de la sécurité sociale et de notre système de retraite. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Merci.